Peter Drucker, donc, les missions du manager et la direction par objectif. Donc on revient sur cette méthode particulière de délégation de l'autorité. Alors, bon, d'abord Peter Drucker, il est appelé le pape du management. C'est un monsieur qui, je crois, est né à la fin du 19e siècle, en tous les cas au tout début du 20e siècle, et qui va traverser tout le siècle, qui est mort il y a quelques années seulement, et qui, quelques mois avant sa mort, sortait un dernier ouvrage, un Xème ouvrage, et que ces ouvrages ont toujours totalement intéressé et subjugué les gens qui travaillent en sciences de gestion. Donc c'est un personnage extrêmement important dans les théories du management. Et lui aussi, c'est un praticien, c'est un consultant en entreprise. Alors, il a notamment une théorie sur les missions du manager. Alors, que doit faire un manager selon Drucker ? D'abord, c'est intéressant l'approche. Regardez par rapport à ce qu'on vient de dire sur Géligné. Les missions, elles sont, précisément, le travail à faire d'un manager n'est pas défini en termes de mission. Il est défini en termes d'objectifs. Et ça, c'est intéressant. Déjà, l'approche est assez nouvelle. Donc, il est responsable de l'efficacité et de l'efficience. Je pense que vous êtes familier avec ces termes maintenant. Je vous rappelle que l'efficacité, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. Et l'efficience, c'est la capacité à minimiser les ressources utilisées pour atteindre ces objectifs. Et donc, effectivement, c'est central. C'est central dans les missions d'un manager. Mais par ailleurs, notre manager moderne doit avoir d'autres qualités, puisqu'il a une grande responsabilité dans la motivation des équipes, donc entraînement d'abord de la ligne hiérarchique, convaincre la ligne hiérarchique du bien fondé des décisions. Alors c'est convaincre ou associer la ligne hiérarchique à la prise de décision, ça dépend effectivement des modes de management choisis, et puis derrière, s'assurer qu'il y a transmission auprès de l'ensemble du personnel. Donc, la motivation devient essentielle puisque, on le verra, c'est la clé de la qualité des produits, de l'innovation, de l'adaptation, de la flexibilité. Tout ça, effectivement, ça repose sur la motivation des ressources humaines. Communiquer, c'est complémentaire. Motiver, c'est d'abord et avant tout communiquer. Et vous ne pouvez pas faire adhérer votre personnel à un projet, vous ne pouvez pas faire partager un projet s'il n'y a pas eu une communication particulière sur ce projet auprès de l'ensemble du personnel. Alors c'est communiquer donc en interne, évidemment, ça paraît totalement indispensable, mais c'est aussi de plus en plus pour nos chefs d'entreprise contemporains, communiquer à l'externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise par exemple, passent beaucoup de temps dans les médias. Ils passent beaucoup de temps dans les médias parce qu'ils font augmenter la notoriété des marques, éventuellement, s'ils sont très bons communicateurs, l'image de marque de l'entreprise, et ils viennent expliquer un certain nombre de choses à cette partie prenante qu'est l'opinion publique. Donc la communication aujourd'hui, bien sûr interne, mais de plus en plus externe, notamment pour les patrons de très grandes entreprises. Il détermine la finalité de l'organisation. Alors, on parlait de but chez Géligné, là on parle de finalité. La finalité, c'est encore plus général, donc plus en amont que le but. En fait, on a cette hiérarchie, finalité, but, objectif. Et la finalité, c'est le grand projet économique, social et éthique de l'entreprise. Quand on dit l'entreprise aujourd'hui ne peut plus avoir qu'un seul projet économique, qu'un seul objectif économique, mais elle doit avoir un projet et des objectifs sociaux, un projet et des objectifs sociétaux, c'est ça. La finalité, elle relève de ce niveau-là. Donc, c'est très important parce que c'est ce qui va donner finalement des valeurs et c'est ce qui va influencer la culture de l'entreprise, que cette finalité générale. Ils mettent en place une organisation du travail. Là aussi, c'est très très classique dans
dans les missions de la direction. Mais ce qui est intéressant, c'est la caractéristique qui est associée à cette organisation du travail. Elle doit assurer la satisfaction du personnel. Donc là, on voit, c'est presque une approche sociotechnique, si vous voulez. L'organisation du travail, évidemment, qu'elle a des contraintes et des objectifs en matière d'efficacité, en matière d'efficience, de performance donc, de l'entreprise. Donc elle est quelque part technique et économique, mais en même temps, elle doit avoir un aspect humain et social extrêmement important. Elle doit permettre aux hommes de se réaliser dans l'organisation, conformément à ce que les théoriciens de l'école des relations humaines nous ont appris. Alors, donc c'est intéressant de connecter la problématique de l'organisation du travail à celle de la satisfaction des hommes. Et voilà, ça, comme ça c'est dit, c'est très intéressant. Pour lui, il revendique le fait qu'il y a une fonction qui est essentielle dans l'entreprise moderne, c'est le marketing. Alors, on étudiera évidemment les politiques commerciales et marketing des entreprises. Ça fait partie de notre programme. Mais d'ores et déjà, pourquoi le marketing ? Parce que le marketing, eh bien, c'est lui qui détecte les marchés, très en amont. Étude des marchés, alors étude des marchés au sens large, les valeurs des consommateurs, le caractère porteur d'un marché, la structure de la concurrence sur ce marché, les évolutions potentielles de ce marché. Donc, très très en amont. Ensuite, dans le marketing stratégique, choisir les couples produit-marché précisément, donc aider le dirigeant dans sa stratégie en disant voilà les domaines d'activité que l'on doit retenir. Ça part aussi d'une réflexion du marketing stratégique. Le positionnement des produits. Est-ce que je vais développer des solutions de masse ou est-ce que, au contraire, je vais segmenter mon marché pour ne proposer des solutions qu'à un segment privilégié de la clientèle, par exemple. Ce sont des choses extrêmement importantes, donc le positionnement, la segmentation. Et puis derrière, eh bien, faire vivre l'offre produit, c'est-à-dire adapter son packaging, adapter son logo, sortir des variantes des produits, manipuler le prix pour conserver et développer ses parts de marché. Donc, cette fonction est évidemment essentielle pour la génération du résultat économique de l'entreprise. Et c'est cette reconnaissance qui est faite par Drucker. C'est intéressant parce que dans le monde taylorien, si vous voulez, en gros jusque dans les années 50-60, la fonction qui prime, c'est quoi ? C'est la fonction de production. Le problème, c'est d'arriver à produire en grande quantité, avec des coûts qui diminuent, des produits qu'on va vouloir petit à petit de plus en plus grande qualité. Donc, la fonction de production éclipse toutes les autres. Avec les années de crise à partir des années 70, c'est la fonction commerciale qui va prendre le dessus. Ah oui, il ne s'agit plus de produire, il s'agit d'abord de vendre. Parce que c'est parce que l'on vend qu'il va être nécessaire de produire. Et puis, cette affirmation, à l'intérieur des activités commerciales, une autonomisation petit à petit de la fonction marketing qui, selon Drucker, devient la fonction essentielle de l'entreprise. Donc c'est une vision assez intéressante d'un praticien d'entreprise, forcément, que cette fonction essentielle.